Alors définir la classe inversée, finalement je vais passer par inverser la proposition, c'est-à-dire définir ce qu'elle n'est pas, en ce sens où les dispositifs sont relativement récents et peut-être qu'on monte encore un petit peu de recul pour en avoir une définition totalement exhaustive. Je rappelle qu'elle a été créée par des enseignants de sciences aux États-Unis il y a moins d'une dizaine d'années et que globalement l'inversion, la flipped classroom comme disent les États-Uniens, c'est effectivement déporter vers un travail à la maison tout ce qui se fait classiquement en classe et puis faire en classe ce qu'on fait classiquement à la maison, c'est-à-dire des exercices, une remédiation sur tel ou tel niveau de difficulté scolaire, etc. Donc, mieux vaut passer peut-être par ce que n'est pas la classe inversée pour arriver à mieux l'identifier. Ce qu'elle n'est pas, c'est effectivement une forme classique d'organisation du travail scolaire ou du temps scolaire. Si on réfléchit, le temps scolaire classique, ça tient tout du théâtre classique lui-même, une unité de lieu, de temps et d'action. L'enseignant est dans sa classe avec une classe bien déterminée, avec un certain nombre d'élèves, relativement élevé de nos jours, et va faire effectivement une séquence qui correspond à sa programmation annuelle. La classe inversée, effectivement, elle est un petit peu en rupture avec ça, puisque le travail d'élève, c'est-à-dire ce qui est centré autour de l'élève, celui-là qui est censé apprendre, il va avoir quelque chose qui se fait essentiellement chez lui. C'est-à-dire que l'inversion, elle se situe peut-être plus dans le rôle respectif de l'enseignant et de l'élève vis-à-vis des objectifs d'apprentissage. Ça, c'est un premier point, donc c'est la manière dont les uns et les autres sont mis en action. Alors je reviens un petit peu sur l'élève, ce qui me paraît important, c'est que dans la classe inversée, il y a aussi une autre dynamique de l'élève. L'élève, dans un cours classique, si on caricature un petit peu, un cours dogmatique, qui n'est pas le cours magistral sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure, dans un cours dogmatique, l'élève écoute l'enseignant, là je caricature beaucoup, et il va en gros être simplement en position d'écoute. De cette écoute, s'il ne comprend pas bien, s'il n'interagit pas avec l'enseignant, on peut avoir quelque chose où l'élève s'ennuie, et de l'ennui n'est rarement une bonne pédagogie et surtout de bons apprentissages. Ça, c'est un point qu'il faut souligner. Dans une case de classe inversée, l'élève est responsable de ses apprentissages, en ce sens que l'enseignant, on y reviendra un petit peu, à créer quelque chose que l'élève a consulté chez lui, qui peut être une petite vidéo courte, une capsule vidéo pour faire simple, un certain nombre de documents à consulter, se poser simplement des questions d'ordre sur la problématique du sujet qui va être traité en classe, résoudre éventuellement ou essayer d'envisager quelques résolutions de problèmes. Et donc l'élève est mis dans une situation où il va avoir plus à produire par lui-même, c'est un peu moins confortable, par rapport à la structure. Ça, c'est quand il est chez lui, mais quand il est aussi en classe, l'élève va travailler aussi différemment, puisqu'il va travailler différemment avec l'enseignant, dans lequel il va beaucoup plus interagir a priori sur les difficultés qu'il a rencontrées et qu'il a identifiées chez lui, donc c'est une position réflexive de l'élève par rapport à ses propres soucis d'apprentissage, mais il va aussi peut-être avec les autres. Une des caractéristiques peut-être de la classe inversée, c'est que le travail de groupe augmente sensiblement. Puisque, par exemple, les élèves vont être mis en situation de résoudre une tâche plus complexe, sans tomber dans le syndrome de la tâche complexe qui occupe beaucoup les collègues enseignants de nos jours, par rapport à, par exemple, la mise en œuvre du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va un travail de groupe être beaucoup plus favorisé dans une classe inversée, en ce sens qu'il va falloir pouvoir identifier, en servant du travail de chacun, essayer de construire un tout, qui est par exemple la fin des apprentissages totaux. Autre chose que la classe inversée n'est pas, c'est pas une négation de ce qu'est l'enseignant. C'est vrai que ça peut paraître une rupture et il faut peut-être regarder ce qui se passe de nos jours. Ce qui me frappe toujours, c'est la débauche d'énergie que mettent les enseignants dans la mise en activité des élèves. Finalement, dans une classe, ce qui devrait travailler, ce sont les élèves, et souvent, ce qui travaille le plus, c'est l'enseignant. Ce qui est à la fois normal vu sa raison sociale, mais un peu paradoxal en ce sens que certaines fois, les élèves sont trop passifs par rapport aux objectifs pédagogiques. Ça se fait parce que de toute façon, l'enseignant est seul et les élèves sont nombreux, si j'ose dire, dans une classe, et qu'à un moment ou à un autre, devant la masse, et éventuellement devant l'hétérogénéité des acquisitions des élèves, il y a une certaine difficulté, mais aussi parce que beaucoup de pratiques pédagogiques, faites d'une certaine manière, il y a un dialogue objectif entre l'enseignant et la classe, chacun est des individus de la classe pouvant entraîner un certain nombre de variations, et donc l'enseignant travaille beaucoup. Et du coup, on a l'impression que dans la classe inversée, étant donné que ce qui se fait traditionnellement dans la classe est déporté vers la vie personnelle de l'élève, vers chez lui, on a l'impression que l'enseignant ne travaille pas. Je pense au contraire que l'enseignant va travailler beaucoup, surtout au début, d'abord pour s'approprier, et surtout parce que la classe inversée demande une vision systémique des apprentissages de l'élève.
dire qu'il n'y a pas seulement savoir ce qu'on va faire passer comme connaissance, mais il y a aussi s'interroger sur, au cours de l'année, dans une programmation bien conçue de ce que va être éventuellement la pratique de la classe inversée, qu'est-ce qu'on amène aux élèves chez eux, comment on va effectivement les faire travailler entre eux, qu'est-ce qu'on va faire en classe, comment on va éventuellement évaluer tout ceci. Et donc l'enseignant devient un double expert, il a son expertise scientifique, quelle que soit sa discipline, il a une expertise scientifique, et il doit renforcer en plus son expertise pédagogique, y compris en associant quelque chose qui utilise les TIS de façon à favoriser ou pas, au mieux, les apprentissages des élèves. Donc là, souvent, ce qui est vécu comme dans l'émergence de toutes ces nouveautés des techniques d'information et de communication pour l'enseignement, c'est vécu par un moins de l'enseignant en présence et en activité, c'est au contraire sans doute plus, parce qu'il va pouvoir laisser tomber les tâches les plus répétitives pour s'investir dans effectivement ce qui est la personnalisation des enseignements, l'interaction directe avec les élèves, la gestion du projet, la mise en œuvre de tâches plus complexes qui sont favorisées éventuellement parce que les élèves ont travaillé un peu plus chez eux. Alors, ce qui me paraît intéressant dans ce nouveau modèle d'organisation pédagogique à la classe inversée, c'est de prendre peut-être le temps d'analyser la forme même de la définition, c'est-à-dire la classe inversée, donc avec un objet qui est qualifié d'inversé. Ce qui me paraît surtout intéressant, c'est que cette définition, elle prend appui sur un implicite, qui est une certaine représentation de la classe, une classe qui serait a priori inversable, et je crois que cette représentation, elle est d'une classe qui serait essentiellement organisée comme un temps de transfert d'informations, de connaissances d'un émetteur, le professeur, à des récepteurs, les élèves. Et la volonté des enseignants qui sont engagés dans ce dispositif, ça a été d'inverser d'une certaine façon cette logique, de reporter en dehors du temps scolaire de la classe des activités de transfert d'informations et de connaissances pour mieux concentrer sur le temps de classe un travail d'appropriation par le fait de réaliser des tâches, de résoudre des problèmes. Donc il me semble, par rapport aux entretiens que j'ai pu avoir avec les enseignants engagés dans cette action, qu'il y avait au départ l'idée de mettre à profit le temps présentiel du professeur et l'élève dans la classe pour ne pas en faire un temps de transfert d'informations, mais un temps d'appropriation par le faire de l'élève. Donc ce dispositif, il est logique qu'il devienne aujourd'hui un peu, entre guillemets, à la mode par rapport à l'émergence du numérique, c'est-à-dire que le numérique permet de toucher l'élève en amont de la séance, et donc il est un modèle qui permet de vraiment repenser complètement l'articulation entre ces temps importants de la formation, que sont le temps de la classe, la présentielle, professeur et élève, le temps en amont de la séance, comment l'élève est-il préparé à traiter certaines informations, à les utiliser, et également le temps en aval de la séance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait après pour favoriser les processus de mémorisation. Donc c'est donc un modèle qui, à travers son côté qu'on peut considérer parfois très spécifique, très pointu au niveau numérique, c'est en même temps un modèle qui a le mérite d'interroger l'école sur ce qu'elle doit traiter prioritairement dans le temps scolaire et ce qu'elle doit traiter en amont et en aval du temps scolaire. Et à ce niveau, c'est une excellente ouverture de réflexion pédagogique.